Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Lecture en Crous pour ce cycle consacré à Jack London. Cette fois, je vais vous lire des nouvelles consacrées particulièrement à la boxe. En effet, Jack London, lui-même sportif et praticien de ce sport, a consacré de nombreuses chroniques à la défense et à l'illustration du noble art. Je vais commencer par l'enjeu, dans son titre original The Game, qui est paru en 1905. C'est une nouvelle assez longue. Bonne écoute. Toutes sortes de tapis s'étalaient à leurs pieds, et ils hésitaient. Deux d'entre eux, qui venaient de Bruxelles, les intéressaient parmi la vingtaine d'autres qui retenaient également leur attention, faisant rebondir le débat entre les élans de l'impulsion et les scrupules du raisonnable. C'était le chef de rayon en personne qui leur faisait l'honneur d'attendre leur décision. À vrai dire, l'honneur venait plutôt de Joe. Elle le savait bien. À en juger d'après le garçon d'ascenseur qui le buvait des yeux quand il les avait menés à l'étage. Elle n'avait pas été sans voir non plus. Quel respect montraient à Joe les gamins et les grappes d'adolescents massés au coin des rues quand elle les avait traversés suspendus à son bras, leur quartier de l'ouest de la ville. Appelé au téléphone, le chef de rayon les avait laissés. Et elle eut soudain l'esprit envahi par un doute et une quiétude sans commune mesure avec la luxueuse perspective d'avoir ces tapis, ni avec le souci que lui causait la dépense. Et d'une voix douce, mais avec une note de fermeté trahissant la persistance de récentes discussions non tranchées, elle prononça « Décidément, je ne te comprendrai jamais. » Une ombre passagère vint obscurcir les traits juvéniles de Joe, bientôt remplacé par un éclair de tendresse. C'était un gamin tout comme elle, et leur couple, deux jeunes êtres au seuil de la vie qui s'installaient et achetaient des tapis ensemble. « Pourquoi tu t'en fais ?» demanda-t-il. « C'est la dernière fois, la der des der. » Il lui sourit, mais ses lèvres, elle le vit bien à ce soupir qu'il rentra, désavouaient inconsciemment cette promesse, et la tigresse en elle se prit à craindre cet adversaire qu'elle ne comprenait pas et qui faisait de lui sa chose. « Tu as bien vu comment j'ai pu régler la dernière échéance de la maison de ma mère avec le combat contre O'Neill, continua-t-il. Une bonne chose de faite, non? Ce match avec Ponta, le dernier, va me rapporter $100, 100 tout rond. C'est la prime au vainqueur. De quoi démarrer pour nous? Un petit pactole. À elle, l'argent ne faisait ni chaud ni froid. Oui, mais la vérité, c'est que tu aimes ça, ce noble jeu, comme tu dis. Pourquoi? Il n'avait pas les mots. Au travail, c'était avec les mains qu'il s'exprimait, et sur le ring, avec tout son corps, en faisant jouer sa musculature. Mais formuler des phrases pour décrire l'attrait que le ring exerçait sur lui était au-dessus de ses forces. Il se lança pourtant, non sans mal pour commencer, dans l'effort de cerner ce qu'il ressentait et pouvait analyser quand le noble jeu le conduisait à des sommets jamais atteints autrement. Tout ce que je peux te dire, Geneviève, c'est comme tu te sens bien amener un homme par le bout du nez. À voir qu'il avait dans chaque gant un coup prêt pour toi et que tu ne lui as pas laissé la moindre ouverture pour te l'allonger, que c'est toi qui lui allonge ton coup favori et qu'il est sonné, que t'attends de pouvoir le finir pendant que l'arbitre le compte, que la salle hurle à tout casser, que tu comprends que t'es le meilleur et que t'as bien joué et que t'as gagné parce que t'étais le meilleur. Ah, je te dis que... Il s'interromput brusquement, effrayé de l'avoir lâché, ce flot de paroles, et de voir Geneviève en paraître effrayée. Elle n'avait pas cessé de le dévisager durant son discours, et la peur, à mesure qu'il parlait, se peignait sur ses traits. Il lui décrivait ce moment, entre les moments, et des images surgissaient en elle. L'homme chancelant, les lumières, la salle en folie, lui-même balayé à des lieues d'elle par ce flux d'énergie vitale qui la dépassait, qui la menaçait et qui, dans son débordement impossible à endiguer, réduisait son amour pour lui à 3 fois rien. Le Joe qu'elle connaissait s'éloignait, s'estompait, disparaissait. C'en était fait de la frimousse enfantine, de l'œil attendri, de la douceur de la bouche aux lignes sensuelles, aux commissures colorées. C'était la face d'un homme.
une face d'acier, tendue et figée, un piège d'acier en guise de bouche avec les 2 lèvres pour mâchoire, les 2 yeux d'acier aux pupilles fixes et dilatées, brillant de la lumière et de l'éclat qui rend l'acier. Oui, le visage d'un homme, lui dont elle ne connaissait que les traits enfantins. Ce visage-là, il était nouveau pour elle. Et pourtant, derrière l'effroi qui lui inspirait, elle sentait poindre quelque fierté de l'homme qui pouvait se targuer de ces traits-là. Cette virilité, la virilité du mâle combattant, lui lançait l'appel que reçoit immanquablement la femelle, façonnée qu'elle est par une hérédité immémoriale à rechercher l'homme fort pour s'y accoupler, pour se faire de sa force un rempart et un soutien. Cette loi, liée à ce qu'il était, lui, qui se montrait plus puissant que l'amour qu'elle pouvait donner et qui exerçait pareillement sa contrainte sur lui, elle n'y entendait goutte. Malgré tout, son cœur de femme lui certifiait, par un doux pincement, que c'était pour elle, que c'était pour l'amour même qu'il avait lui baissé les armes devant elle, renoncé à un pan entier de son existence et décidé, après ce dernier combat à venir, de mettre un terme à sa carrière de boxeur. Mrs. Silverstein n'aime pas la boxe avec enjeu, dit-elle. Elle a une dent dure, une dent contre. Et crois-moi, elle en connaît un bout sur la question. Un sourire indulgent vint masquer la blessure que, comme toujours, lui causait cette obstination qu'elle mettait à rabaisser l'aspect de sa vie et de son tempérament dont il tirait le plus de gloire. Ce qui représentait pour lui un pouvoir, une réussite, gagné à la sueur de son front. Faire don à Geneviève de sa personne, c'était là le présent, le seul présent qu'il fut conscient de déposer avec fierté à ses pieds. C'était le mérite qu'on tire d'un ouvrage bien fait, un gage de virilité plus authentique, plus grandiose qu'elle n'en obtiendrait jamais d'aucun autre homme. Et elle y avait trouvé de quoi justifier et fonder son titre légitime à le posséder. Elle l'avait aussi peu compris à l'époque qu'elle le comprenait aujourd'hui. Et il était tout à fait en droit de se demander quelle autre raison elle avait eue de le remarquer. Mrs. Silverstein, cet abruti, cette toquée, cette malade, rétorqua-t-il, mis de la bonne humeur pour cette sortie. Tu parles, qu'elle en connaît un bout. Ce que je te dis, moi, c'est que c'est formidable, et en plus bon pour la santé, ajouta-t-il comme à la réflexion. Regarde-moi, tu crois pas qu'il faut de l'hygiène pour garder la forme que j'ai? Ah, j'ai plus d'hygiène qu'elle, que son vieux bonhomme, que n'importe qui que tu pourrais me préciter, là, me présenter. Hein? Regarde, des bains, des massages, de l'exercice, des horaires réguliers, que de la bonne nourriture, à ne pas baffrer comme un cochon, ni alcool, ni tabac, ni rien de mauvais pour ma santé. Ouais, j'ai une meilleure hygiène que toi, Geneviève. Oui, franchement, c'est vrai. Et comme elle avait l'air de mal le prendre, il se hâta de s'expliquer. Ah, quand je dis hygiène, je pense pas à eau et savon, non, mais regarde un peu ça. Molle, tu es molle de partout, fit-il en lui posant sur le bras une main respectueuse mais résolue. Pas comme moi. Tiens, touche. Ce disant, il prit l'extrémité de ses doigts et les enfonça de force sur son biceps jusqu'au moment où elle grimaça de douleur. Dur comme ça partout, poursuivit-il. Ça oui, voilà ce que j'appelle hygiène. Il n'y a pas une parcelle de chair, de sang, de muscle qui soit pas propre jusqu'à l'os, et pareil vu de dehors. C'est pas seulement affaire d'eau et de savon sur la peau, ça vaut pour partout dedans. Hein. Il sait tout seul qu'il est propre, mon corps, vois-tu. Quand je me réveille le matin, que je vais au travail, il n'y a pas une goutte de mon sang, pas une parcelle de viande qui crie pas qu'elle est propre. C'est comme je te le dis. Une gêne soudaine le fit taire. Encore un flot inhabituel de paroles qui le désarçonnait. Jamais de sa vie il n'avait été amené à dire autant, à dire tant. Jamais de sa vie il n'en avait éprouvé le besoin. Cette fois, c'était le jeu qui avait été mis en cause, sa vérité, sa valeur, le jeu même, la chose la plus importante qui fût au monde, ou du moins qu'il l'avait été jusqu'à cet après-midi providentiel, marqué par cette emplette providentielle à la confiserie Silverstein,
où avait soudain surgi dans sa vie l'éclat de Geneviève, astre qui faisait pâlir tout le reste. Il mesurait même, si ce n'était encore que confusément, le conflit aigu qui oppose femme et carrière, qui met aux prises ce que la réalité demande à l'homme et ce que la femme attend de lui. Mais il était incapable de voir les choses de si haut. Tout ce qu'il voyait, c'était l'incompatibilité entre la Geneviève concrète, faite de chair et de sang, et le jeu grandiose, abstrait, vivant, exclusif l'un de l'autre. Ah, ils ne s'en attiraient pas moins l'un l'autre, et lui, déchiré par ce conflit, il décrivait, désespérément, porté au gré des remous que ce conflit engendrait. Au fur et à mesure qu'il parlait, elle le fixait davantage, prenant plaisir à contempler cette peau nette, ses yeux clairs et ses joues douces et lisses comme celles d'une fille. Plus elle comprenait la force des arguments de Joe, plus elle les détestait. Instinctivement, elle se révoltait contre ce jeu qui le repoussait loin d'elle et lui volait une part de lui. C'était un rival qu'elle ne comprenait pas plus qu'elle ne comprenait les séductions. S'il se fût agi d'une rivale, d'une femme en chair et en os, elle n'aurait eu aucun mal à en pénétrer les ressorts et à les voir en pleine lumière. Tandis que là, elle affrontait dans le noir un insaisissable adversaire dont elle ne savait rien, et ce qu'elle entrevoyait de vérité dans les paroles de Joe rendait le jeu chose plus terrifiante encore. Geneviève eut soudain conscience de sa faiblesse. Elle se prit en pitié, se sentit abattue. Elle voulait Joe, elle le voulait tout entier. C'était à ce prix seulement que ses désirs de femme seraient satisfaits. Et lui, qui se dérobait, qui n'offrait nulle prise à l'étreinte. Des torrents de larmes lui inondèrent les yeux, ses lèvres se mirent à trembler, tournant sa défaite en victoire, mobilisant la force de sa fragilité féminine pour mettre en déroute le jeu tout-puissant. « Non, Geneviève, ne pleure pas, s'il te plaît, implora Joe. Voilà qu'il le consternait encore qu'il se posa des questions médusées. Son entendement d'homme ne voyait rien de bien justifié dans cet abattement soudain. Néanmoins, à la vue des larmes, tout le reste fut oublié. À travers son regard embué, elle lui adressa un sourire qui semblait lui pardonner. Et lui, qui n'avait pas la moindre idée de ce qu'il avait à se faire pardonner, fondit littéralement. Machinalement, sa main chercha celle de la jeune femme. Mais elle opposa à ce geste un corps qui se raidit, qui montra une certaine froideur, alors même que les yeux continuaient de sourire d'un sourire plus merveilleux encore. « Ah, voilà Mr. Clausen. » Au moment même où elle prononçait ces mots, elle fut capable, allez savoir par quel tour de passe-passe dont l'alchimie des femmes a le secret, de montrer des yeux parfaitement séchés. Tu pensais que je ne reviendrais jamais, hein, Joe ?» s'enquit le chef de rayon. Un homme à la carnation pâle et rosée, nanti de favoris, dont l'austérité était démentie par de petits yeux pétillants. « Bon, voyons voir. Ah oui, nous en étions au motif, continua-t-il vivement. Ce petit modèle charmant, c'est lui qui vous a tapé dans l'œil, je me trompe ? Oui, je connais ça par cœur. Je gagnais à peine 14 cents par semaine quand je montais mon ménage, moi-même, mon premier ménage. Mais rien n'est jamais trop beau pour un petit nid d'amour, j'ai pas raison. Si je connais la question. Et comme je dis toujours, on rajoute cette petite cent par-ci et ce qui paraissait une fortune de 20... Ben voilà, ça devient 3 fois rien à l'usage. Je vais te dire ce que je vais faire, Joe. Il semblait pris d'un irrésistible accès de philanthropie qui lui fit adopter le ton de la confidence. « Parce que c'est toi, je vais exceptionnellement te consentir un rabais de 5 cents seulement. » Et là, sa voix prit un accent impressionnant de solennité. « Seulement, il faut que tu promettes de ne dire à personne le vrai prix que tu auras payé cet article. » Il laissa les jeunes gens se concerter un moment et attendit leur verdict pour ajouter. Cousu, doublé et posé, tout compris, bien sûr. Puis, roulant longuement des yeux ravis et leur décrochant son sourire le plus paternel. Et le petit nid d'amour, alors ? Quand voulez-vous vous envoler ? Demain ? Déjà ? Merveilleux, merveilleux. Joe avait répondu assez franchement et Geneviève avait gracieusement rougi. Néanmoins, ils se rendaient bien compte tous les deux de
l'incongruité de la question. Ce n'était pas seulement par discrétion sur un sujet plutôt personnel, mais par pruderie. Aurait-on dit s'il s'était s'agi de petits bourgeois? Réaction qui, chez eux, n'était que de la réserve, doublée de cette retenue fréquente parmi les travailleurs qui n'aspirent qu'à une vie saine et conforme à la morale. C'est un Mr. Clausen aux anges, débonnaire et bienveillant, qui les escorta jusqu'à l'ascenseur sous les regards du personnel qui ne voulait rien manquer du départ de Joe. Et pour ce soir, Joe, demanda anxieusement Mr. Clausen, alors qu'ils attendaient la cabine de l'ascenseur. Tu tiens la forme? Tu crois que tu vas la voir? Comment, répondit Joe. Je me suis jamais mieux senti de ma vie. Ah, la grande forme, hein. Bien, bien. Tu vois, je me demandais, tu sais, bon, enfin, là, voilà, vous allez vous marier et tout le reste, hein. Je pensais que tu pouvait être un peu à plat, à vrai dire, précisément, je veux dire, les nerfs à fleur de peau, tu vois. Je sais bien ce que c'est que de se marier. Moi, je suis déjà passé par là. Mais tu vois bien, hein, bien sûr, bon, j'ai pas besoin de te demander ça, pas à toi. Enfin, mais voilà, je voulais savoir si vraiment tu le sentais. Bon, voilà, bonne chance, mon garçon. Je sais que tu vas gagner. J'ai jamais eu le moindre doute, bon, c'est sûr. Et, et à Geneviève, et tout en lui ouvrant galamment la porte de la cabine, il dit Au revoir, mademoiselle Pitchard, à votre disposition dès que vous voudrez, et tout le plaisir sera pour moi. Je vous assure. Joe par-ci, Joe par-là, fit-elle d'un ton de reproche. Il ne pourrait pas te dire monsieur Fleming, tous ces gens-là, ne serait-ce que par correction. Mais lui fixait le groom d'un air maussade, sans paraître entendre. Que se passe-t-il, Joe demanda-t-elle tendrement, connaissant le pouvoir que ce ton de sa voix avait sur lui. Oh, rien, répondit-il. J'étais juste en train de réfléchir et de faire un vœu. Un vœu qui demandait quoi? Sa voix était la séduction même, et ses yeux auraient pu en faire fondre des plus durs que lui. Mais ils ne purent capter le regard de Joe. C'est lui qui finit par décider de la regarder. Que tu viennes me voir combattre, juste une fois. Un mouvement de recul repoussa cette suggestion et le visage de Joe se ferma. Elle eut la vision très nette de la tierce personne les séparant pour se saisir en vainqueur de Joe. Vite, elle se reprit, quoi qu'il lui en coûtât, et s'efforçant de trouver ce ton affectueux qui alanguit les plus farouches et les fesses abandonnées sur une douce poitrine, elle laissa tomber. Pourquoi pas? Alors tu le feras? Son regard chercha de nouveau les yeux de Geneviève. Il était sérieux. Elle le savait. On aurait dit qu'il voulait mesurer par là la profondeur de leur amour. Ce serait la plus grande fierté de ma vie, dit-il simplement. Était-ce parce que l'amour la mettait aux aguets? Voulait-elle saisir sur le vif chez Joe un mouvement la rapprochant de lui? Avait-elle besoin de voir enfin le jeu se dérouler sous ses yeux pour en juger en connaissance de cause? Était-ce tout cela ou le simple appel de l'aventure résonnant dans le territoire étriqué d'une vie monotone? Toujours était-il qu'un noble frisson d'audace la parcourut. « Je viendrai, dit-elle simplement. Je ne pensais pas que tu voudrais bien, sinon je ne te l'aurais pas demandé, avoua-t-il une fois dans la rue. Mais est-ce que c'est seulement possible demanda-t-elle, anxieuse, craignant de faiblir dans sa résolution. Oh, je peux arranger ça, mais je ne pensais pas que tu voudrais bien. Il n'en revenait pas. Je ne le pensais pas vraiment, répéta-t-il, tandis qu'il l'aida à monter dans le tramway et cherchait dans sa poche de quoi payer les tickets. À bientôt pour un nouvel épisode de L'Enjeu sur Lecture en Crous.